Ce soir à l'émission, de l'argent pour créer des communautés accueillantes et inclusives. Lutter contre toute forme de racisme, de discrimination, d'intimidation. Et Mirabel présente son premier marché d'Halloween. On est vraiment satisfaite. On a eu beaucoup d'exposants qui ont répondu à la demande. En entrevue, Sébastien Rochelot nous parle d'un bilan estival positif au 6 des Laurentides. On s'assure vraiment que ça se passe bien pour le patient et qu'on puisse raccourcir les délais au maximum. Je m'entretiens également avec Maxime Pelletier à propos de la campagne des étiquettes adresses de l'Association des amputés de guerre. C'est grâce au public que l'on finance nos œuvres. Enfin, Maude Pilon-Bernier nous parle du périple inspirant de Yannick Richard qui vient de boucler la grande traversée du Canada pour la SLA. On meurt beaucoup rapidement avec cette maladie-là. Bienvenue à Accès local. Mercredi 29 octobre 2025, bon début de soirée, c'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Maté-Genet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. Alors, la MRC de Thérèse de Blainville vient de recevoir du financement de la part du ministère de l'Immigration, de la francisation, de l'intégration pour un nouveau programme. Alors, de quoi il s'agit? Alors, c'est plus précisément 155 580 $ qui ont été remis à la MRC, qui, elle aussi, fournira la même somme pour mettre en place ce programme d'appui aux collectivités. L'objectif de ce programme, c'est de créer des communautés plus accueillantes, inclusives, en attirant des personnes issues de l'immigration et assurer leur pleine participation dans leur localité. On peut écouter à ce sujet Steve Mitchell, qui est coordinateur du service de développement économique à la MRC de Thérèse de Blainville. Donc, il s'agit, entre autres aussi, de favoriser les relations interculturelles harmonieuses, de lutter contre toute forme de racisme, de discrimination, d'intimidation et de favoriser un mieux vivre ensemble inclusif, égalitaire, respectueux. Alors, comment tout ça se met en pratique, Clara? Alors, un plan d'action a été rédigé avec l'aide de l'organisme ABL Immigration. 6 formations seront données au cours des 2 prochaines années pour les élus, des intervenants d'organismes et des policiers pour mieux outiller les acteurs du milieu socio-économique à la réalité des personnes issues de l'immigration et à la diversité des parcours migratoires. Une trousse diversité ethnoculturelle sera aussi distribuée dans les différents organismes pour favoriser une approche interculturelle. La MRC a aussi prévu la tenue d'un événement interculturel en juin prochain qui s'adresse aux citoyens issus de l'immigration et aux citoyens de la communauté d'accueil. Monsieur Mitchell nous donne un peu plus de détails à ce sujet. Ce serait bon de dire que la thématique du PAC, c'est le bon vivre ensemble, basé sur une résolution qui a été adoptée par la MRC au mois d'août 2022 qui manifestait notre ouverture envers l'immigration. D'ailleurs, pas longtemps après, on a mis sur pied un programme d'accueil d'Ukrainiens suite à la guerre qui a été déclarée dans ce pays. Des initiatives semblables existent déjà sur le territoire. On peut penser notamment au pique-nique interculturel de Deux-Montagnes qui a lieu à chaque été. Finalement, c'est aussi une entente de principe qui est adoptée par la MRC partant d'une réflexion qui existait déjà au sein de l'entité. On peut écouter à nouveau M. Mitchell. Il va y avoir une programmation culturelle, des chants, de la danse, du théâtre propre à des régions spécifiques du monde. Il va y avoir une programmation alimentaire. Des propositions culinaires, des dégustations, des produits vont être vendus. Il va y avoir une programmation communautaire et institutionnelle, c'est-à-dire que des kiosques vont être animés par des intervenants du milieu qui vont proposer des activités multiples. La semaine prochaine, Clara, ce sera la semaine des rencontres interculturelles. Ça se passe à l'échelle provinciale, mais chez nous, comment ça se déroule? Du côté de la MRC, des prix seront remis à des entreprises faisant des efforts d'inclusion dans leur communauté. Sinon, les organismes ABL Immigration et le Coffret organisent quelques activités interculturelles, ainsi que la ville de Blainville et celle de Saint-Eustache. Merci Clara. On se revoit plus tard dans l'émission. Il sera question du marché d'Halloween de Mirabel. À plus tard, Claude. La Cour fédérale approuve la formation d'un conseil intérimaire composé de 5 chefs sortants de la communauté Mohawk de Kanesatake à Oka, après l'annulation d'une élection qui était prévue le 2 août dernier. Les chefs auront un mandat limité afin de fournir des services essentiels à la population et d'effectuer des tâches administratives. Le scrutin du 2 août avait été annulé à la dernière minute en raison de lacunes observées dans le code électoral en place et dénoncées par le directeur des élections. La tenue d'une audience complète qui permettra de déterminer le moment de nouvelles élections n'est pas prévue avant 2026.
Le Centre de services scolaires de la Rivière-du-Nord a tenu la fête des retraités le 16 octobre dernier à l'école secondaire des Studios. L'événement visait à rendre hommage aux 109 employés qui ont pris leur retraite au cours de la dernière année en reconnaissance d'une carrière dédiée à l'éducation. Les élèves de l'école secondaire des Studios ont accueilli les invités, préparé et servi le repas, tandis que ceux de l'école secondaire de Mirabel ont présenté une prestation musicale. Le CIS des Laurentides dresse un bilan positif de la période estivale et fait valoir l'efficacité des actions et des stratégies mises en place afin d'améliorer l'accessibilité aux soins dans la région. J'en discute avec Sébastien Rochelot, directeur de la fluidité pour le réseau local de services dans Deux-Montagnes et Thérèse de Blainville. Bonsoir, M. Rochelot. Bonsoir, M. Desjardins. Les bonnes nouvelles en santé occupent pas nécessairement le devant de la scène par le temps qui court, donc on va en profiter. Mais expliquez-nous d'abord, qu'est-ce que c'est votre boulot? Qu'est-ce que ça fait un directeur de la fluidité? Un directeur de fluidité, ça s'assure qu'au niveau, on soit capable de donner le soin aux patients le plus rapidement possible, que ça se passe bien dans tout son continuum de soins, de l'urgence à son hospitalisation jusqu'à temps qu'il sorte pour soit des services ou autres besoins qu'il pourrait y avoir. Alors, on s'assure vraiment que ça se passe bien pour le patient et qu'on puisse raccourcir les délais au maximum. D'accord. Bon, dans un communiqué qui a été émis par le CIS le 14 octobre, vous faites état de l'embauche de 894 nouveaux employés, ce qui, si mes calculs sont bons, c'est environ 5 % de la main-d'œuvre globale du CIS. Ouais. Du nombre, il y a 125 candidates à l'exercice de la profession d'infirmière, ce qu'on appelle des CEP, je le prononce comme il faut. Oui, exactement, des CEP. Et il y a 145 externes en soins infirmiers. C'était quoi les autres embauches? On est allé aussi embaucher des préposés aux bénéficiaires, des inhalothérapeutes. Alors, on s'assure vraiment là, d'avoir le personnel suffisant pour être en mesure de pouvoir donner des vacances pendant la période estivale à nos gens qui le méritent là, et qui travaillent très fort à longueur tout au long de l'année. OK. Expliquez-nous donc le rôle que viennent jouer ces personnes-là dans la fluidité et l'accès aux services, là, les effets concrets qu'on a comptabilisés. Là, je vous en parlais justement d'être capable de donner des vacances à nos gens et de ne pas fermer de lit non plus au niveau de l'hospitalisation. Ça nous permet d'avoir des gens dans lequel on va aussi fidéliser, c'est-à-dire qu'ils vont venir pendant leur parcours au niveau de l'école, ils viennent travailler avec nous pendant la période estivale, viennent aider, soutenir les gens au niveau de l'hôpital, au niveau de nos CHSLD et viennent prodiguer des soins. Ça nous permet aussi d'être capable de donner des vacances à nos gens, comme je vous disais, qui le méritent. Okay. Fait que depuis 2 ans, on n'a pas fermé de lit au niveau hospitalier dans nos 6 hôpitaux des Laurentides. Alors, c'est vraiment là un très bon coup pour la population. Ça nous permet de maintenir nos activités tout au long de l'année. Donc, quand vous évoquez la mise en place de plans d'action, de stratégie, c'est ça que vous voulez dire? Oui, exactement. Alors, l'embauche, ça nous permet, là, comme je vous dis, de ne pas fermer de lit, mais aussi de fidéliser les gens. Parce que les gens, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'on veut les amener à travailler avec nous pendant la période estivale, puis les maintenir tout au long de l'année pour qu'après ça, quand ils graduent, ils viennent travailler avec nous pour le reste de leur carrière. Oui. Il y a un chiffre, je ne sais pas si vous l'avez mentionné, mais vous avez pu faire 6 788 chirurgies. Ça, c'est 286 de plus qu'en 2024. Je trouve ça très intéressant. Tous les lits sont demeurés ouverts. Vous avez baissé les transferts en CHSLD. Donc, c'est une preuve tangible que quand on ajoute des ressources, on peut faire tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres embauches prévues, M. Rochelot? On veut maintenir cette embauche-là pour les années suivantes, parce qu'on vous l'a dit, là, comme je vous dis, ça maintient là, tout au niveau là, de la population, ça permet de maintenir nos lits ouverts. Alors oui, on veut poursuivre cette embauche massive-là pour les années subséquentes qui vont survenir là, dans le futur. Vous misez aussi sur le fait que les 125 CEPI que vous avez embauchés vont demeurer à l'emploi du CIS une fois qu'elles seront diplômées. Comment vous pouvez en être absolument certain? On n'est jamais absolument certain. On a un taux de rétention à peu près de 75 %. Les gens viennent, mais on s'assure vraiment de prendre soin d'eux, de s'assurer de leur donner des postes dès qu'ils terminent, d'être vraiment proactif dans l'embauche, de venir dire que dans la belle région des Laurentides,
c'est intéressant de venir travailler. Alors, on les maintient, on leur donne de la formation, on les soutient au niveau de l'examen, à l'exercice de la profession infirmière. On leur donne beaucoup de soutien et de support là-dessus. Fait que ça nous amène à trouver ça intéressant pour le personnel de rester dans la région des Laurentides. Dernière chose, je ne sais pas si c'est sous votre responsabilité, mais l'été dernier, il y a eu des ruptures de services là, en obstétrique, un peu partout, ben, pas partout au Québec, mais dans quelques endroits au Québec, dont l'hôpital de Saint-Eustache. C'est pour ça que je vous en parle. Je sais qu'on est parvenu à le gérer. Quel bilan vous faites de cette situation-là? Bien, c'est toujours des choses qui sont pas faciles pour une certaine période de temps, de ne pas être capable d'offrir au niveau des services, au niveau de l'obstétrique. Par contre, là, ça a été très, très court dans le temps. Puis, on travaille très fort avec nos médecins, nos obstétriciens pour être capable de maintenir le service. On travaille toujours très fort avec eux. J'en remercie beaucoup là, de prêter main forte comme ça puis de maintenir le service. Mais finalement, à bout, on a à peu près fermé une fin de semaine là, où on n'a pas eu de service d'obstétrique. Et ça a touché quoi, une dizaine de patientes à peu près? À peu près, je vous dirais, mais le service a été donné. On a pu desservir par nos partenaires de Saint-Jérôme. C'est ce qu'il faut retenir. Oui, exactement. Sébastien Rochelot, directeur de la fluidité au RLS 2 Montagne Thérèse de Blainville. Merci beaucoup pour ces quelques minutes. Ça me fait plaisir, M. Desjardins. Bonne soirée. Le conseil d'administration de Moisson-Laurentide annonce la nomination de Guillaume Richard au poste de directeur général de la Banque alimentaire régionale. Cette nomination fait suite au départ d'Annie Bélanger, qui relève de nouveaux défis depuis le mois de juillet dernier. Fort de plus de 25 ans d'expérience dans les milieux philanthropiques et communautaires, M. Richard s'engage à mettre à profit son expertise en développement, en planification stratégique et en gestion d'organismes à but non lucratif afin d'assurer la poursuite de la mission de Moisson-Laurentide. L'entrée en fonction officielle de M. Richard est prévue le 24 novembre prochain. La ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la région des Laurentides, Sonia Bélanger, annonce que le test de dépistage des virus du papillome humain est maintenant accessible à la population de la région des Laurentides. Ce test, qui remplacera le test de Papa-Nicolaou, s'inscrit dans les efforts de prévention du cancer du ministère de la Santé et des Services sociaux. Une infection par les VPH représente la principale cause de cancer du col de l'utérus. La détection précoce de cette maladie permet d'agir plus rapidement pour éviter la détérioration de la santé des femmes affectées. Yannick Richard vient de traverser le Canada en fauteuil roulant automatisé pour sensibiliser la population à la cause de la sclérose latérale amyotrophique, la SLA. Et Maude Pilon-Bernier est allée à sa rencontre. Marie-André, merci de nous recevoir aujourd'hui. On sent tellement d'énergie. Qu'est-ce que ça fait d'organiser un événement comme celui-là? C'est sûr que ça nous rend fiers. Moi, au début, quand je me suis embarquée avec Yannick, c'est vraiment pour l'aider. Fait qu'on est amis et voisins. Pendant un souper un peu festif, je dirais, il nous a dit « Hey, moi, j'aimerais ça traverser le Canada. » Tu sais, vraiment comme ça. Puis j'ai vu que c'était comme un objectif que tu as peut-être besoin d'avoir quand il t'arrive des situations comme ça. Fait que là, j'ai dit « Ben gars, moi, je vais t'aider. Je suis gestionnaire de projet de métier. » Fait que j'ai dit, gars, on va regarder, on va faire un budget, on va essayer de trouver des commanditaires, on va regarder si c'est possible. Fait que du moment où on a décidé d'aller de l'avant, ben là, c'est là que ça s'est enclenché. On n'avait pas imaginé ça aussi gros, je vais vous avouer. Mais une manière, un coup embarqué, il m'a écrit, hey, t'es bonne, tu lâches pas. Ben, j'ai dit, si toi, tu lâches pas, je lâche pas. Tu sais, on est les deux là-dedans. Fait que si toi, t'es capable de rouler des centaines de kilomètres à la pluie, ben, tu sais, je vais te supporter là-dedans. Ça fait un sentiment, là, au moins, un peu de faire quelque chose, tu sais, pour faire parler de la maladie, pour qu'il y ait plus de recherche pour les causes, puis trouver un remède un jour pour donner espoir à ceux qui sont atteints. On veut vraiment faire connaître cette maladie, mais à part ça, l'événement, est-ce qu'il sert à ramasser des fonds? Est-ce qu'il y a un autre objectif pour cette cause-là? Dans le fond, si vous allez sur la page Facebook de la Grande Traversée SLA, il y a un lien pour faire des dons. C'est 50 % remis à SLA Québec qui soutiennent les familles et la recherche et 50 % à Yannick. Yannick voudrait s'acheter un véhicule adapté pour faciliter les déplacements de toute la famille. Parce que c'est pas si évident, là. La chaise roulante démonte, on remonte, on embarque là-dedans. Fait qu'il voudrait un véhicule adapté. Fait que c'est les deux fonds qu'on fait. Puis ici, on a des beaux tirages, des commanditaires. On a plus de 65 prix à remettre, tous des commanditaires. Fait que les profits des billets de tirage vont aller à ça. Puis on a des moitiés-moitiés aussi. Fait que c'est 50 % à SLA, 50 % pour Yannick.
Je veux savoir comment c'est d'arriver avec tout ce beau monde-là qui t'accompagne. C'est vraiment incroyable. Là. Je voulais faire une fête à mon image. J'ai invité plein de monde. Il y a plein de monde qui ont participé au défi. Tout le monde s'est impliqué. Puis là, toute ma famille, les amis. Puis tout le monde est là. C'est vraiment génial. Puis là, on s'entend, là, ça fait plus d'1 mois que tu es parti. Comment ça s'est passé? Écoute, ça s'est passé vraiment plus difficile que je pensais. J'avais fait un plan de 35 jours pour traverser le Canada, 4500 km, 150 km par jour en fauteuil roulant. Puis ça a été un feu roulant à partir du 22 septembre. On est parti cet été. Roulotte Lévesque nous a prêté un VR, mais à la fin des vacances. Puis là, on pensait geler tout le long, mais il a fallu même que je me mette de la crème solaire tellement qu'il faisait beau. Il a fait 31 degrés des journées dans les plaines, là, c'était incroyable. J'avais 4 amis qui se relayaient pendant le voyage pour faire un peu un genre de voyage avec eux individuel en même temps, parce que moi, c'est comme un projet de retraite de traverser le Canada. Vraiment, mon corps, avec la maladie, ça a été un peu plus difficile que je pensais. Je pensais même faire des petits feux le soir, boire de la bière, mais c'est trop difficile. L'effort de rentrer dans le VR, débarquer du fauteuil. Moi, j'ai une maladie qui fait que je dois pas faire d'effort, mais là, j'avais pas le choix. Je pouvais arriver ici après 35 jours puis plus être capable de lever mes bras parce que j'allais avoir trop forcé. J'en ai perdu un peu, mais je suis encore capable d'avoir les bras, les airs. Hein? Qu'est-ce qui a été ton plus beau souvenir de la traversée? Bien, on a 2 fois, là, à cause du VR, justement, qui était lettré pour la SLA, on a un monsieur qui s'appelait Owen. Il nous a vus, il a traversé, il a fait 10 km pour venir nous arrêter, nous raconter que son père était décédé de la SLA il y a 17 ans, qu'il nous supportait, qu'il était vraiment très fier de voir qu'il y a des gens qui se battent pour la SLA aujourd'hui. Puis une autre personne dans une station-service est venue nous voir et puis elle a serré mon conducteur dans ses bras en pleurant pour dire que c'est incroyable qu'elle avait perdu une personne qu'elle aimait beaucoup. Souvent, c'est ça qui arrive. On meurt beaucoup rapidement avec cette maladie-là. Fait que c'est toujours des gens qui sont décédés. Fait que c'est beaucoup émotif. Quand on rencontre les gens, ils nous racontent leur histoire. Moi, je vais faire une conférence sur la résilience et autres sujets. Porter le message dans les écoles avec les communautés et tout ça pour que les gens qui foncent avec ce que la vie te donne comme défi, mais que tu le prennes puis que tu transformes ça à ta manière pour avancer. Puis nous, on est là pour se battre pour l'avenir, pour que ça change. Une aventure vraiment extraordinaire, un homme inspirant, tout ça pour la cause de la SLA. On lui souhaite vraiment félicitations puis le meilleur pour l'avenir. L'Association des amputés de guerre célèbre ses 50 ans en 2025 et lancera d'ici quelques jours sa campagne automnale d'étiquette adresse. C'est un prétexte pour s'entretenir avec Maxime Pelletier, doyen du programme Les Vainqueurs et spécialiste réseau à la division des services informatiques de l'organisme. Bonsoir, Monsieur Pelletier. Bonsoir, M. Desjardins. Comment allez-vous? Très bien, merci. Votre organisme ne bénéficie, ça j'aime ça le rappeler, ne bénéficie d'aucun programme de subvention. Tous les services que vous rendez sont financés par les dons du public que vous récoltez de toutes sortes de manières, dont ce qu'on mentionnait en introduction, la vente, pas la vente, mais la proposition. Vous proposez des étiquettes adresses. Ça aura lieu, cette campagne-là, du 3 novembre du 3 au 30 novembre. Alors, qu'est-ce que vous proposez aux gens exactement? Dans le fond, nous, à l'association, juste pour faire une légère correction, c'est qu'en fait, c'est le 50e anniversaire de notre programme pour enfants amputés, le programme Les Vainqueurs. Oui, c'est probablement le programme par lequel on est les plus connus. Ouais. Mais en fait, l'association, on date de bien avant ça, on date de la fin de la Première Guerre mondiale. Voilà. Donc, on a plus de 100 ans. Merci de le préciser. Ça me fait plaisir. Une de nos méthodes de gouvernementale, donc ce n'est que par les dons du public et que par la générosité du public qui, année après année, sont fidèles. Et donc, c'est grâce au public que l'on finance nos œuvres. On a 2 manières et à l'automne, on a celle des étiquettes adresses. Mm-hmm. Donc, une grande majorité de gens au Québec vont recevoir de notre part des étiquettes avec leur nom et leur adresse dessus. Et nous, c'est toujours un principe de contribution qui est volontaire. Donc, on ne met pas de montant. Ce sont les gens qui choisissent la valeur qu'ils apposent à notre service. Mm-hmm. Et pour ce qui est de l'hiver, ce qui est aussi une de nos
choses pour lesquelles on est connu, ce sont nos plaques porte-clés. Oui. Vous savez, les petites plaques qu'on peut mettre sur nos trousseaux de clés pour éviter si on les perd, pour les retrouver. Donc, ce sont nos deux méthodes de financement, là, année après année. Et les gens répondent présents d'une année à l'autre. C'est pour ça qu'on fête le 50e de notre programme Les Vainqueurs et qu'on fête au-dessus de notre 30e anniversaire. Oui, ben bravo pour ça. Les personnes amputées ou qui naissent avec un membre différent, M. Pelletier, ont besoin de prothèses. Hein? Mais ces prothèses-là sont très coûteuses et une chose à laquelle on ne pense pas nécessairement, c'est qu'elles doivent être remplacées souvent. Expliquez-nous pourquoi et à quel rythme. J'ai une analogie super simple pour l'expliquer. Vous savez, un enfant qui grandit, admettons qu'on prend un enfant qui fait un sport X, Y, Z, on va dire qu'il fait du hockey, parce que c'est dans le temps là. Et vous savez, un enfant, ça grandit. Ça a cette capacité-là de grandir. C'est comme des souliers. À un moment donné, l'emboîture, la prothèse ne marche plus, elle ne fait plus. L'enfant, si c'est un amputé supérieur, ben admettons que l'enfant est amputé d'une jambe, la jambe saine, elle a continué à grandir, donc maintenant on a un décalage. Si c'est un amputé du bras, ben à un moment donné, la musculature s'est installée, tout ça, donc l'emboîture ne fait plus. Ouais. Donc on doit changer de façon assez régulière les prothèses, sans compter le fait que une prothèse c'est mécanique, ça peut briser, ça peut s'endommager, donc on doit changer ça de façon assez fréquente. C'est effectivement quelque chose à laquelle les gens ne pensent pas, mais ça a un cycle de vie assez limité. C'est quoi, c'est une fois, 2 fois, 3 fois par année qu'il faut changer? Vous savez, un jeune qui grandit, ça suit pas mal la croissance. C'est sûr qu'à l'âge adulte, ça fluctue un peu moins, mais dans certains cas, on doit changer peut-être de prothèse aux 3-4 ans, peut-être. Aux 3-4 ans. Dans certains cas, donc ça monte, la facture monte assez rapidement. Oui. Monsieur Pelletier, votre association offre aussi du soutien, du soutien aux personnes amputées de toutes sortes de manières, incluant la défense de leurs droits. Sur cet aspect-là, qu'est-ce que vous faites concrètement? Nous, concrètement, à l'association, vous savez, lorsqu'on a été fondé à la suite de la Première Guerre mondiale, la raison principale était parce que les anciens combattants, lorsqu'ils sont revenus, avaient besoin d'une aide du gouvernement, une aide de la société, et ils se sont, dès le départ, ils se sont mis en force pour pouvoir avoir l'aide qu'ils avaient besoin. Si on pense aujourd'hui, par exemple, un jeune ou une famille qui naît avec l'enfant est né avec une amputation, cette famille-là a quand même, c'est quand même un choc, c'est quand même une nouvelle, c'est quand même de quoi naviguer. Et donc, nous, à l'association, une des choses que l'on fait, c'est qu'on va joindre une famille avec une autre famille. Parce qu'on se dit, il n'y a rien de mieux qu'une personne qui est passée par là pour comprendre exactement ce par quoi on passe. Oui. Donc, c'est une de nos façons. Et aussi, une de nos façons, c'est de se dire, si on a un de nos familles de vainqueurs ou un de nos adultes amputés qui a été victime d'une discrimination. Par exemple, la personne, je fais un cas de figure, a besoin d'une adaptation au travail. Ouais. Et son employeur lui dit, non, moi, c'est pas une mesure que je suis prêt à accommoder parce que c'est excessif ou quoi que ce soit. Nous, on va pouvoir aider notre amputé à dire, OK, voici quels sont tes droits. Voici ce que ton employeur dit et nous, on va regarder, est-ce que l'employeur répond par méconnaissance? Relativement souvent, c'est ça. C'est l'employeur ne sait pas, en fait. Et donc, nous, on va accompagner et l'employeur et l'amputé à ce que l'amputé puisse se développer comme personne, puisse avoir accès à ce qu'elle a de besoin. Et pour l'employeur, en même temps, ça passe par un peu d'éducation à savoir qu'est-ce que... D'accord. Écoutez, on vient à peine d'effleurer les services que vous offrez. Moi, j'invite les gens à visiter votre site web. Il y en a beaucoup d'autres. Et aussi en profiter une fois rendu pour vous faire un don, parce qu'on peut faire un don à tout moment de l'année. Maxime Pelletier, toujours un plaisir de parler avec vous. Merci à vous, M. Desjardins. Passez une très belle journée. Là. On est de retour avec Clara Matéjonet. On va parler du marché d'Halloween de Mirabel, mais juste avant, vous aviez une précision à faire à propos d'un reportage sur la manifestation des paramédics de l'entreprise des services préhospitaliers des Laurentides. Les dirigeants de l'entreprise ont publié un communiqué. Tout à fait, Claude. Ce qui est dit dans ce communiqué, c'est que les agissements des paramédics lors des dernières manifestations ont, et je cite, perturbé le milieu de travail en plus de provoquer de l'inquiétude et du stress chez les personnes présentes. Alors, en ce qui a trait à la suspension de 2 paramédics, c'est toujours selon le communiqué qu'ils n'ont pas respecté la règle de disponibilité lors d'une manifestation leur permettant de répondre à des appels urgents. Finalement, la compagnie se défendait d'avoir usé de techniques d'intimidation et déplorait l'état des lieux suite à la manifestation du 23 octobre où les paramédics ont laissé des citrouilles sur le terrain de l'entreprise. Justement, parlant de citrouilles, l'Halloween approche, il y a des activités qui se tiennent dans à peu près toutes les municipalités. Et la fin de semaine dernière, l'équipe de TVBL était à Mirabel pour le marché d'Halloween. Oui, tout à fait. C'est la première édition de cet événement propulsé par Tourisme Mirabel. Je vous propose de découvrir ça dans notre reportage de ce soir.
On est présentement au Centre culturel de Saint-Benoît pour la première édition du marché d'Halloween de Mirabel. Tout a commencé il y a 1 an. On y a pensé, on a regardé d'autres marchés qui se faisaient à travers le Québec, puis on a lancé les inscriptions en janvier de cette année. On a déjà 2 beaux gros marchés qui fonctionnent très bien, qui ont plusieurs années derrière la ceinture. Donc, on a le marché de Noël, le marché du terroir, mais là, l'Halloween, c'était comme, OK, il faut en faire un. Là, c'est un peu plus petit que les 2 autres, mais en même temps, on est vraiment satisfaite. On a beaucoup d'exposants qui ont répondu à la demande. C'est surtout du artisanal. On a de l'ésotérique, on a les gens qui aiment se faire des produits base de tissu, par exemple le tricot, le crochet. On a des bijoux, du savon, des produits pour le corps. Puis on a aussi la possibilité d'avoir à l'extérieur plusieurs prêts à manger, donc autant que ça soit café, dessert, du sucré, du salé. Donc on a une belle combinaison, on est super contente. Avec une dynamique d'Halloween, soit par des couleurs ou des saveurs, ou on voulait aller rechercher quelque chose de spécial, de le différencier de Noël puis du terroir. Je fabrique des couronnes pour l'Halloween. C'est des couronnes qui sont faites entièrement à la main. Alors la base est toujours une base soit en osier ou bien en métal. Et il y en a maintenant que je commence à faire en bois. Alors c'est toujours une base qui est un cercle et que je recouvre avec de la mèche, que de toutes sortes de couleurs. Les masques sont faits avec du canevas sur lequel on peint et je les découpe et c'est ce qui fait les décorations dessus. Les gens ne peuvent pas regarder ça sans mettre un sourire dans leur visage. C'est agréable. On a comme une panoplie d'activités. Il y a comme une chasse au trésor, il y a des décorations de citrouilles avec 2 artistes, il y a un conte qui va avoir, il y a une activité avec des mains de cire. Il vient de commencer à 11h puis il y avait déjà beaucoup de gens. On était impressionnés par la quantité de gens, de jeunes déguisés aussi, là, qui sont venus participer au concours de déguisement. Je suis une résidente mirabelloise et j'ai trouvé ça super intéressant de participer à ces marchés pour me faire connaître. Je n'ai pas de boutique physique, alors les marchés sont toujours une belle façon pour nous, les petits entrepreneurs, de nous faire connaître. J'aime créer mes chocolats à base des expériences, à base des choses que j'ai déjà goûtées. La partie la plus le fun de mon travail, c'est de prendre un ingrédient que j'aime, qui me rappelle quelque chose et commencer à jouer avec le chocolat, goûter, trouver la bonne combinaison des arômes, des saveurs. J'aime ça travailler avec beaucoup de produits locaux. J'ai travaillé avec les produits d'Intermiel, du domaine La France. Mon café vient de Torréfactory. Dernièrement, j'ai intégré les fleurs de sel du Saint-Laurent. Lorsque c'est possible, j'aime que mes ingrédients soient locaux ou les plus à proximité des entreprises qui me tiennent à cœur aussi. Un de nos défis, c'est que c'est un nouveau centre culturel. C'est pas un centre culturel qu'on a déjà travaillé avec, donc on avait tout ce côté-là à prendre en considération. Mais ça a été, on a bien appris, puis on est vraiment content là. Donc comment ça a fonctionné. On voulait créer une expérience du départ de la maison jusqu'à l'activité d'exposition dans le fond du marché d'Halloween, parce que on est dans un milieu rural, Mirabel, c'est rural et urbain, mais on voulait faire découvrir à travers le territoire cette expérience-là, parce que souvent, le soir, il y a la brume qui arrive, fait qu'on se met encore plus dans l'ambiance de l'Halloween. C'est tout le temps bien organisé. Même le marché de Noël, c'est bien organisé. Le marché du terroir est bien organisé. Tout ce qu'ils organisent, je trouve que c'est bien fait et c'est différents centres culturels, toujours à Mirabel. Alors ça, c'est vraiment un plus, je trouve, en tout cas pour les artisans qui viennent d'ici. Je dois avouer que j'avais peur. C'était comme on marchait un peu plus retiré, plus loin, on avait peur, mais on est vraiment surpris de la quantité de monde, comment que les gens sont de bonne humeur. L'organisation est magnifique, tous les concours, les activités, c'est vraiment cool. Puis je pense que ça mérite une 2e et 3e édition. Voilà, Claude, et vous pouvez consulter les sites Internet de vos municipalités pour vous informer des activités qui auront lieu pour l'Halloween. À Mirabel, notamment, les grands et les petits pourront découvrir le parcours hanté des jardins de l'église Saint-Benoît, et à Sainte-Thérèse, une course de bonbons est organisée. En espérant qu'il va faire beau. Merci, Clara. On se revoit demain. À demain, Claude. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. L'émission Les Aînés déniaisés suit à l'instant. Je vous rappelle que vous pouvez toujours consulter l'ensemble de notre programmation sur notre site Web et regarder nos émissions sur notre chaîne YouTube. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente soirée à notre antenne.